C'est vrai, il y a beaucoup de pertes. Si vous prenez les pièces d'Aeschylus, je pense qu'on a à peu près 1/10 des pièces de théâtre qu'il a écrites. On a perdu énormément. Si vous prenez le cinéma, nous possédons moins que la moitié des films produits avant 1946. On perd beaucoup de choses, c'est certain, et dans ce moment numérique, il est certain que bien des textes seront périmés. Moi, j'ai passé 15 ans à préparer un site web et j'ai une sorte de cauchemar que ce site pourrait disparaître dans le cyberespace. Nous vivons dans un monde qui est menacé, je suis d'accord, mais je vois une autre menace qui me préoccupe davantage. C'est la menace de la commercialisation de l'accès au savoir. Je trouve Google, c'est une boîte impressionnante, même géniale, mais Google a l'ambition non pas seulement de numériser tous les livres du monde, mais de les contrôler et de les mettre dans un monopole de l'accès au savoir. Et ce n'est pas uniquement Google. Si vous prenez les revues scientifiques, j'y vois une série de monopoles et qui apportent beaucoup d'argent à Elsevier et d'autres compagnies. Donc, cette tendance est une tendance néfaste des grandes corporations à monopoliser les nouvelles médias. Que faire pour lutter contre cela? Eh bien, il y a une autre tendance envers la démocratisation. Je simplifie, c'est vite dit, démocratisation contre commercialisation, mais en fait c'est le cas. Et j'évoque cet idéal de la République des lettres qui vient du XVIIIe siècle, des Lumières, une république qui n'a pas de police, qui n'a pas de frontières, où tout le monde est admis. C'est une utopie qui a été très développée chez Condorcet, chez Jefferson, mais à une époque où la technologie était très limitée, à savoir la presse. La presse a imprimé pendant une époque où plus que la moitié des gens dans l'Occident ne pouvaient pas lire et ceux qui savaient lire ne pouvaient pas acheter de livres. Aujourd'hui, nous avons Internet, et c'est-à-dire la possibilité technologique de mettre la culture à la portée de tous les êtres humains. Alors ça aussi a l'air un peu utopique, je veux bien, mais on peut le faire et je crois que sans trop donner des lamentations sur le danger qui menace toute communication, il vaut mieux s'engager pour démocratiser l'accès à la culture. Merci. Bon, je passe à la troisième question. Une question surtout pour Danton, mais à laquelle vous avez aussi beaucoup de choses à dire. Quelle est la différence entre les interventions de la censure sur un texte et toutes les interventions d'autre nature et origine qui auront toujours été co-créatrices de l'unité d'un texte, comme par exemple la typographie, la révision, l'édition, l'impression, entre autres. Não preciso repetir, non, né? Okay. Bon, c'est une question importante qui concerne la nature de la censure. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui produisent un livre, un article dans un journal, etc. Roger Chartier et moi sont d'accord que, comme on dit souvent, les auteurs écrivent des textes, mais ce sont les imprimeurs, les typographes
qui produisent des livres, et pas uniquement ces gens-là, mais tout un monde de l'édition qui fait produire le texte déjà imprimé. Est-ce que ces intermédiaires jouent le rôle de censeurs? Eh bien, non, je ne crois pas, parce que je prends la censure très au sérieux. J'ai donné un séminaire à Harvard sur la censure et on avait discuté de cette idée qui vient de beaucoup de théoriciens que chaque énoncé est censuré. Chaque acte est le produit de la censure. À l'intérieur de vous-même, vous censurez chaque mot que vous dites aux autres. Et j'ai demandé à mes étudiants des exemples de cette idée très générale de la censure, et pas uniquement Staline et Hitler, etc., mais cette censure quotidienne qui a lieu tout le temps. Exemple, porter une cravate ou ne pas porter une cravate, donner des notes si vous êtes professeur, ou bien appeler un professeur professeur. Chaque énoncé est censuré. Mais dans ce cas-là, il existe un danger d'étendre le sens de la censure jusqu'à l'infini et à trivialiser la notion de censure. Alors, dans le livre que j'ai écrit sur la censure, ce sont 3 études de cas qui concernent la France au XVIIIe siècle, l'Inde britannique au XIXe siècle et l'Allemagne de l'Est communiste au XXe siècle. J'ai tâché d'entrer dans le travail des censeurs pour comprendre leur façon de penser le monde, de comprendre ce que c'est que censurer. Et je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais quand même, j'ai trouvé, notamment dans le cas de l'Allemagne communiste, que les censeurs que j'ai connus, j'ai eu des interviews avec eux, ils étaient de bonne volonté et ils tâchaient de m'expliquer ce que c'est que la censure chez eux. Ils ont commencé d'ailleurs par me montrer au doigt en disant « Vous avez de la censure chez vous, aux États-Unis ». Oui, j'ai répondu « Qu'est-ce que c'est ?» « C'est le marché. » Bon, je connaissais cet argument et j'ai répondu en disant « Je veux bien, mais vous êtes censeur vous-même. Qu'est-ce que la censure pour vous ?» Un des 2 censeurs que j'ai interrogés juste après la chute du mur m'a répondu avec un mot. La censure, c'est quoi? Eh bien, c'est la planification. Puis il a tiré d'un tiroir un document gros comme ça, c'était le plan pour la littérature allemande de l'Est de l'année 1990, une année qui n'a jamais existé à cause de la chute du mur. Il m'a donné une copie de ce document que j'ai beaucoup étudié et effectivement l'idée c'est que chaque livre doit être planifié. C'est comme dans une société socialiste, tout doit être planifié et l'État intervient pour mettre tout en ordre. Donc, il était croyant. Il trouvait que la censure était positive, une façon de fabriquer une société socialiste qui était plus juste que cette société capitaliste que, à ses yeux, je représentais. Seulement, après, je suis allé dans les archives du Parti communiste en Allemagne de l'Est et j'ai trouvé les mêmes censeurs qui dénonçaient leurs collègues, beaucoup d'auteurs qui ont été envoyés en prison. Il y avait un véritable goulag. C'était un système de répression avec une police secrète. J'ai même, moi, mon propre dossier dans les archives du Stasi
c'était un système totalitaire. Donc, je reviens à la question. Pour moi, la censure est une chose sérieuse, importante, qui fait partie d'un système autoritaire. Et dire simplement que chaque mot, chaque geste est le résultat d'une censure me paraît trivialiser la notion. Donc, je suis pour une étude sérieuse de la censure où on entre dans le travail et on voit le rapport entre la production de livres, de journaux, de télévision, etc., et un système de pouvoir. Donc, je ne dis pas vraiment que le travail de l'éditeur, du typographe est une sorte de censure, bien que ça entre dans le résultat, le livre. Excusez-moi d'avoir trop parlé, mais j'y tiens. Il faut prendre la censure au sérieux et l'étudier de près dans tous les détails.